Mes chers érudits, je vous souhaite bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est l'histoire grecque qui va être mise à l'honneur. Car certes, on va parler de péninsule italienne, mais on va mettre un petit peu l'histoire romaine de côté. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va voir l'histoire grecque de la Sicile, en traitant plus particulièrement du règne d'Agathocle de Syracuse. Allez, sans plus attendre, c'est parti, générique. Bien sûr, tout le monde a entendu parler d'Agathocle de Syracuse, hein? Non, je rigole, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En réalité, moi aussi, c'était le cas. La première fois qu'on m'a dit son prénom, le flou total. Mais c'est à ça que sert cette émission aussi. Vous pouvez représenter des personnages globalement peu connus de l'histoire, et Dieu sait que dans son cas, son règne fut important dans la Méditerranée occidentale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'une petite mise au point s'impose sur le contexte historique et géographique de la Sicile, l'Italie et de la Méditerranée occidentale, avant le règne d'Agathocle de Syracuse. Syracuse est une cité d'origine grecque qui fut construite au 8e siècle avant Jésus-Christ par la cité de Corinthe et qui est située à l'est de la Sicile. Cette construction prend place dans un élan beaucoup plus important. Il s'agit de la colonisation grecque qui s'étend du 8e siècle jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ et qui voit apparaître de nombreuses cités dans tout le bassin méditerranéen. Cette colonisation résulte des problèmes de surpopulation que connaissent les cités grecques à cette époque et qui provoque de nombreuses crises de type politique, économique et social. Les cités de Grèce envoient leur surplus de population fonder de nouvelles cités sur tout le pourtour méditerranéen, et certaines vont d'ailleurs prendre rapidement leur autonomie. La Sicile et l'Italie, aussi nommées Grande Grèce, sont au cœur de ce processus de par leur importante richesse naturelle. Ces régions vont d'ailleurs être des hauts lieux de la culture grecque, aussi nommée hellénique, avec de nombreux savants comme Pythagore et son école, ou bien plus tard le fameux Archimède de Syracuse. La région se différencie également par un type de régime politique qui s'est progressivement affirmé au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de la tyrannie. Le pouvoir y est détenu par une seule personne et celui-ci base sa puissance sur la domination militaire. Toutefois, dans le monde grec, ce régime est particulièrement mal vu, le pouvoir y étant associé à l'arbitraire et au cruel. Ce fut le cas notamment à Syracuse, où les tyrans avaient de grandes ambitions sur la conquête de la Sicile. Cette soif de conquête débuta avec Gélon, tyran de Syracuse depuis 485 avant Jésus-Christ. Mais les ambitions de Gélon n'allaient pas tarder à connaître des opposants, notamment avec l'autre grande puissance de Méditerranée et de la Sicile, il s'agit de Carthage. En effet, la cité d'Afrique du Nord dominait un important empire en Méditerranée et possédait en Sicile tout le tiers ouest de l'île. Voyant d'un mauvais œil les ambitions de conquête de Gélon, la cité finit par entrer en guerre contre lui. La grande bataille eut lieu à Himère, cité au nord de la Sicile, en 480 avant Jésus-Christ. Elle fut provoquée après que Gélon se soit emparé de la cité, qui était jusque-là une alliée des Carthaginois. Cette dernière lança alors une expédition considérable de 500 navires et 300 000 hommes face à une coalition grecque commandée par Gélon. La bataille fut terrible, mais malgré cela, Gélon parvint à remporter une victoire totale en détruisant l'armée carthaginoise, affirmant durablement la domination de Syracuse en Sicile. À sa mort en 477 avant Jésus-Christ, c'est son frère Hiéron qui hérite du pouvoir. De son côté, il parvint à étendre la domination de Syracuse sur les cités grecques d'Italie du Sud, notamment en 474 avant Jésus-Christ grâce à sa victoire contre les Étrusques lors de la bataille de Cume. Mais la mort de Hiéron marque aussi la fin de cet état dominé par Syracuse, puisque Carthage parvint à réaffirmer sa domination en Sicile. Pendant ce temps, Syracuse traversait de nombreux troubles, et ce n'est qu'à la toute fin du 5e siècle que celle-ci va recouvrer une hégémonie sous la domination d'une nouvelle tyrannie, celle du célèbre Denis l'Ancien. Il régna de 406 à 366 avant Jésus-Christ, et son règne permit la création d'un nouvel État grec sous domination de Syracuse qui comprenait l'Italie du Sud et quasiment toute la Sicile. En effet, Denis avait presque réussi à chasser les Carthaginois de Sicile, notamment par la destruction de la cité de Motier en 397 avant Jésus-Christ, leur plus grande place forte à l'ouest de l'île. Mais comme pour Hiéron, la mort de Denis signifie la dispersion de ses possessions, plongeant la Sicile dans de nombreux troubles qui ne prendront fin que durant la deuxième partie du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et ce, par l'intervention d'un Corinthien du nom de Timoléon, qui va renverser toutes les tyrannies de Sicile pour les remplacer par des régimes démocratiques et oligarchiques. C'est dans ce contexte de troubles que va naître et grandir le personnage qui va nous intéresser dans cette vidéo, le fameux Agathocle de Syracuse. Agathocle voit le jour en 361 avant Jésus-Christ dans un milieu surprenant par rapport à la suite de sa vie, puisqu'il est le fils d'un potier du nom de Carquinus. Agathocle était donc issu des classes humbles.
Cependant, sa vie change quand son père décide de partir s'installer à Syracuse, profitant de la politique de repeuplement de la cité qu'était en train de mener Timoléon. À Syracuse, Agathocle est particulièrement réputé pour sa grande beauté, ce qui lui vaut d'être repéré par un riche notable de la cité du nom de Damas, qui fait de lui son amant. Ah, les mœurs grecques. Mais c'est l'influence de Damas qui permet à Agathocle de débuter une carrière militaire, où il se fait remarquer pour ses talents lors d'une campagne contre Agrigente, une cité au sud de la Sicile et qui fut l'une des grandes rivales de Syracuse. Enfin, la mort de Damas permet à Agathocle d'hériter de toute sa fortune, devenant ainsi l'une des personnes les plus riches et les plus influentes de Syracuse. En 325 avant Jésus-Christ, il reçoit le commandement d'une expédition pour aider la cité de Crotone en Italie du Sud, mais secrètement il espère s'en emparer car il voit son influence remise en question par deux de ses rivaux, Héraclide et Sosistrate, les meneurs des partis oligarchiques. Cependant, c'est un échec. Il est successivement chassé de la cité de Crotone, puis de la cité de Tarente, ainsi que de toutes les cités grecques aux alentours. Mais c'est alors qu'il apprend que ses rivaux s'étaient vus retirer leur commandement, lui donnant ainsi l'occasion de rentrer à Syracuse. Il trouve alors la cité en proie aux troubles, divisée entre les factions oligarchiques qui soutiennent Sosistrate et les factions démocratiques qui le soutiennent lui. Face à cela, Agathocle décide et parvint à s'emparer de la cité de Léontinoi, au nord de Syracuse, envisageant de plus en plus à mener un coup d'État. Mais il en est empêché par la présence des Carthaginois qui, lassés de ces troubles, imposent une paix entre les différentes factions de Syracuse, autorisant ainsi Agathocle à retourner dans la cité. Mais pour autant, la situation n'est pas rétablie à l'intérieur des murs de la cité. Agathocle se décide alors à utiliser la manière forte et à réaliser son coup d'État en 317 avant Jésus-Christ. Il entre alors dans la cité avec une garde personnelle de 3000 à 5000 hommes et, avec le soutien du peuple, fait arrêter 600 partisans de l'oligarchie et à les mettre à mort. Le coup d'État est finalement un succès. Plus de 6000 citoyens sont tués ou chassés de Syracuse, tandis qu'Agathocle s'empare du pouvoir, devenant ainsi tyran de la cité avec l'accord du peuple. Une fois au pouvoir, Agathocle ne perd pas de temps et entame une politique de conquête pour l'expansion de la domination de Syracuse. L'expédition est rapidement un succès. Le tyran réussit à vaincre une coalition des cités grecques qui réunissait Agrigente, Gela, Messine et Tarente. Ces cités acceptèrent finalement de reconnaître la domination de Syracuse en 312 avant Jésus-Christ. Mais cela ne plaît pas du tout à Carthage, qui voit en cet Agathocle une menace considérable dont elle ne peut tolérer l'existence. La guerre est inévitable. Mais c'est Agathocle, et non Carthage, qui débutait les hostilités en lançant une offensive contre Agrigente. Cependant, il apprit que Carthage soutenait la cité et lui avait envoyé 60 navires. Face à cela, le tyran voulut éviter le combat frontal et il entama une grande offensive sur les territoires carthaginois en représailles. C'en est trop pour Carthage qui, en 311 avant Jésus-Christ, assembla une flotte de 250 navires. Cette flotte parvint à accoster au sud de la Sicile, près de Gela, avec une armée de 40 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Pendant ce temps, Agathocle s'était emparé de Gela et son armée se retrouva face à l'armée carthaginoise. Agathocle prit à nouveau l'initiative et traversa le fleuve pour entrer en contact avec l'armée ennemie. La bataille s'engage. Mais grâce aux frondeurs de l'armée carthaginoise, celle-ci parvint à infliger une cuisante défaite à Agathocle qui perd 7000 hommes dans la bataille. Il est alors contraint de se réfugier à Syracuse, sa défaite ayant encouragé les cités soumises à se révolter contre lui, tandis que Carthage n'allait pas tarder à entamer le siège de la cité. La situation est alors très difficile pour le tyran, et c'est là qu'il va prendre une importante décision qui va faire changer le cours de la guerre. L'année suivante, en 310 avant Jésus-Christ, au pied du mur, Agathocle prend la décision cruciale de porter la guerre en Afrique. L'objectif est de soulager Syracuse, assiégée, en faisant de l'Afrique le nouveau cadre des combats. Agathocle souhaite ainsi profiter de l'inexpérience des Carthaginois à combattre sur leur propre territoire depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour que cette stratégie fonctionne, Syracuse doit résister le plus longtemps possible. Agathocle décide alors de confier le commandement de la cité à son frère Antandre, puis il embarqua avec ses 2 fils ainsi que 60 navires en direction de l'Afrique. Après 7 jours de voyage, Agathocle débarqua en Afrique au niveau du Cap Bon. Il prit alors une décision symbolique. Le tyran ordonna de mettre le feu à ses propres navires pour montrer à son armée qu'il n'y avait que 2 fins possibles, la victoire ou la mort. Rapidement, le succès est total pour Agathocle. Son armée ravage le territoire sans grande opposition puisque l'armée carthaginoise est bloquée en Sicile. Dans la panique, Carthage nomma 2 généraux du nom de Bomilcar et Anon, et ces derniers levèrent une armée de 40 000 fantassins, 1000 cavaliers et 200 chars pour affronter Agathocle. Les 2 armées se retrouvèrent à Tunis pour y mener bataille. L'armée d'Agathocle était bien inférieure en nombre, et pourtant il parvint à repousser un premier assaut de cavalerie. Les 2 corps d'infanterie en vinrent alors au contact.
Dans le chaos de la bataille, Hannon trouva la mort. Voyant son armée démoralisée, Bomilcar préféra battre en retraite plutôt que d'engager le gros de ses forces dans la bataille. Secrètement, il s'agissait d'un moyen pour lui de préserver ses troupes pour un coup d'état sur Carthage, lui qui aspirait également à la tyrannie. Quoi qu'il en soit, la victoire fut totale pour Agathocle qui en profita pour s'emparer de la cité de Tunis et ainsi consolider ses positions en Afrique. En 2 ans de conflit, il parvint à rallier les populations africaines qui étaient jusque-là hostiles à la domination carthaginoise, puis, en battant successivement les Libyens et à nouveau l'armée de Carthage, Agathocle était alors le maître des territoires africains. Cependant, Carthage parvenait toujours à résister grâce à sa flotte maritime. Agathocle, à ce moment, ne disposait pas des moyens suffisants pour mener le siège de la cité. Épuisé par la guerre, l'année 308 marque une accalmie dans le conflit. Durant cette année, Agathocle chercha des alliés et il fit notamment appel à un certain Ophélas qui était le gouverneur de la Cyrénaïque, une région à l'ouest de l'Égypte, et ce pour le compte du roi Ptolémée Ier. En faisant appel à Ophélas, Agathocle espérait profiter des navires de Ptolémée pour lutter contre la flotte carthaginoise, tandis que le gouverneur de Cyrénaïque l'aiderait dans ses offensives terrestres. Agathocle promit alors à Ophélas de lui laisser l'Afrique, tandis que pour lui, il garderait toute la Sicile. L'alliance fut ainsi conclue. Cependant, Ptolémée refusa d'envoyer sa flotte, et les objectifs d'Agathocle durent donc être revus à la baisse. Pendant ce temps, Ophélas avait formé une armée de 10 000 hommes et avait rejoint Agathocle à la fin de l'année 308 avant Jésus-Christ. Mais rapidement des tensions apparurent entre eux, et de crainte de perdre son armée, Agathocle préféra assassiner Ophélas. Il en profita pour récupérer ses forces et se débarrasser de son rival. Il pouvait enfin reprendre sa guerre contre Carthage. D'ailleurs, pendant ce temps, la cité africaine n'avait rien tenté non plus contre Agathocle, et ce parce qu'elle traversait une crise importante. En effet, Bomilcar, le général vaincu à Tunis, profita de la faiblesse de Carthage pour réaliser son coup d'état. Il réunit pour cela jusqu'à 4000 mercenaires. Cependant, il ne réussit pas à rallier la population et il fut alors repoussé et mis en échec dans sa tentative de prendre le pouvoir. Bomilcar est alors arrêté et exécuté pour trahison. Au début de l'année 307 avant Jésus-Christ, les deux camps sont prêts à reprendre la guerre. Pourtant, Agathocle ne mène pas l'assaut sur Carthage et préfère continuer sa conquête du territoire environnant. Mais la nouvelle situation en Sicile allait remettre en cause ses projets en Afrique. En 3 ans, les choses changèrent en Sicile. Après plusieurs mois de siège, les Syracusains avaient réussi à capturer et à exécuter le commandant carthaginois du nom d'Hamilcar, mettant ainsi fin au siège. Mais c'est là qu'Agrégente voulut profiter de la faiblesse de sa rivale pour affirmer sa propre puissance. Elle nomma alors un commandant, du nom de Xénodikos, qui leva une armée de 10 000 fantassins et 1000 cavaliers, tandis que Syracuse disposait d'environ 10 000 hommes commandés par 2 lieutenants d'Agathocle du nom de Leptine et d'Hémophile. La bataille s'engagea, et Syracuse en sortit vainqueur. Xénodikos y perdit 1500 hommes et fut contraint de se réfugier à Agrigente. Par la suite, il fut à nouveau vaincu, mettant un terme définitif aux ambitions d'Agrigente. La situation était donc rétablie en Sicile, mais le problème, c'est qu'Agathocle avait déjà pris la mer avec 2000 hommes pour aider Syracuse. Une fois sur place, le tyran en profita pour rétablir son autorité, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Son armée affaiblie, il apprit alors qu'un certain Dinocrate, le chef des bannis de Syracuse, avait formé une armée de 20 000 fantassins et 1500 cavaliers. Agathocle, conscient qu'il ne faisait pas le poids, n'eut d'autre choix que de battre en retraite en Afrique, voyant son autorité remise en cause en Sicile. Mais de retour en Afrique, il apprit que la situation avait aussi radicalement changé. Son fils, Archagatos, à qui il avait confié le commandement en son absence, avait été contraint de se réfugier à Tunis, ayant perdu tout le territoire conquis suite à une contre-attaque de Carthage. Agathocle décida d'intervenir, disposant en Afrique de 22 000 fantassins, 1500 cavaliers et 6 000 chars libyens. L'ultime bataille eut lieu à Tunis à la fin de l'année 307 avant Jésus-Christ. Mais celle-ci fut tellement disputée qu'elle s'acheva par l'anéantissement des deux armées. Agathocle, affaibli, face à une armée carthaginoise susceptible de recevoir des renforts, n'a plus de solution. Il se résout finalement à quitter l'Afrique dans la précipitation, abandonnant son armée ainsi que ses 2 fils, qui furent arrêtés, torturés et mis à mort par l'armée en représailles. Ouais, le père de l'année, quoi. L'expédition en Afrique fut donc un échec. Agathocle ne put s'emparer de Carthage, qui malgré la perte de son territoire demeura puissante grâce au commerce maritime encadré par sa flotte que le tyran ne put vaincre. Mais ce n'est pas un échec sur tous les tableaux, notamment lorsqu'on regarde d'où Agathocle vient en 310 avant Jésus-Christ, où Syracuse était assiégée et son pouvoir fortement remis en question. Il va même réussir à rebondir après sa campagne en Afrique, accédant à une nouvelle forme de pouvoir, même si cela n'est pas gagné lors de son retour en Sicile. De retour en Sicile, la situation est tout autant catastrophique. Affaibli, Agathocle décida de piller la cité des Gestes, pourtant jusque-là son allié.
et au cours de l'année 306 avant Jésus-Christ, il va poursuivre les pillages dans d'autres cités dans le but de reformer son armée. Mais cela se révèle insuffisant face aux 20 000 hommes commandés par son rival Dinocrate, qui profite de sa supériorité militaire pour obliger le tyran à négocier. Pendant un temps, Agathocle fut même d'accord pour abdiquer par rapport aux conditions de Dinocrate, mais celui-ci inspirait également la tyrannie sur Syracuse, imposant toujours plus de conditions pour lui laisser le temps d'affirmer sa propre puissance sur la cité. Mais Agathocle comprit son stratagème. Il mit alors un terme aux négociations, tout en faisant savoir à Syracuse que c'était de la faute de Dinocrate et non de lui que les négociations avaient échoué. La guerre étant imminente, Agathocle n'a d'autre choix que de signer la paix avec les Carthaginois en 306 avant Jésus-Christ. La cité africaine récupère alors ses possessions en Sicile, antérieures à l'année 312 avant Jésus-Christ. L'affrontement entre Agathocle et Dinocrate eut lieu en 305 avant Jésus-Christ à proximité de Gaugium. Agathocle disposait de 5000 fantassins et 800 cavaliers, tandis que son rival avait plus de 20 000 hommes. La bataille fut incertaine, mais le tyran parvint à rallier une partie de l'armée adverse, lui permettant d'infliger une défaite décisive et cuisante à Dinocrate. Par la suite, il fit la paix avec Dinocrate, faisant même de lui l'un de ses généraux, et tous deux deviendront de grands amis par la suite. Comme quoi, on est toujours surpris par les gens, hein. Agathocle est alors le maître incontesté de la Sicile, sans aucun rival pour lui tenir tête. Et c'est là qu'il va prendre une grande décision qui va changer la conception de son pouvoir, rompant ainsi avec les précédents tyrans du 5e siècle et 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce changement fut la conséquence des événements qui se passèrent en Orient. En effet, toujours en 305 avant Jésus-Christ, les généraux d'Alexandre le Grand, aussi appelés Diadoques, se faisaient la guerre depuis 323 avant Jésus-Christ pour se partager l'empire. Trois États se faisaient alors face, la Macédoine et la Grèce, dominées par Cassandre, l'Égypte dominée par Ptolémée, et l'Asie dominée par Antigone le Borgne. À la suite de succès militaires, ce dernier se sentit suffisamment puissant pour s'emparer officiellement du titre royal et devenir ainsi le premier roi hellénistique après Alexandre. Très rapidement, les autres Diadoques en firent de même, et la nouvelle de cette décision arriva jusqu'en Sicile. Agathocle, qui avait certes échoué en Afrique, avait tout de même acquis de solides réputations militaires grâce à ses exploits. C'est alors que, par volonté d'être reconnu comme détenteur d'un pouvoir égal au monarque d'Orient, il prit la décision de se proclamer roi. Le pouvoir de Syracuse passa alors d'une tyrannie à une véritable monarchie. Cet événement marque aussi la fin de la période que nous connaissons le mieux sur Agathocle, puisque les sources ne nous renseignent que très peu sur la suite de son règne. Nous savons tout de même qu'il mena une véritable politique monarchique par le biais de relations diplomatiques avec les autres rois de Méditerranée orientale. Il fit également de nombreuses alliances par des mariages en menant des politiques matrimoniales. Ce fut le cas avec Ptolémée, où Agathocle se maria avec une certaine Théoxénée, qui était affiliée à la dynastie du roi d'Égypte, et ce, en 300 avant Jésus-Christ. Il s'allia aussi avec Pyrrhos, le roi d'Épire, en lui offrant en mariage sa fille Lanassa. Mais cette alliance ne dura pas, puisqu'Agathocle préféra remarier sa fille avec le roi Démétrios, fils d'Antigone le Borgne, en 290 avant Jésus-Christ. Bien évidemment, Agathocle mena aussi des relations conflictuelles avec certains rois, notamment avec Cassandre et la Macédoine. Tous deux se livrèrent bataille de 301 à 298 avant Jésus-Christ pour la possession de l'île de Corcyre à l'ouest de la Grèce. Agathocle voulait ainsi empêcher Cassandre de s'ouvrir sur l'Italie. Le roi de Syracuse se fit encore remarquer puisqu'il parvint même à vaincre les armées du roi de Macédoine, montrant que sa puissance était capable de rivaliser avec les autres monarchies d'Orient. En ce qui concerne sa politique d'expansion, Agathocle souhaitait faire de la Sicile un royaume carrefour dans les relations commerciales de Méditerranée. C'est dans cet objectif qu'il reprit les ambitions de Denis l'Ancien en lançant la conquête de l'Italie du Sud. Agathocle leva alors une armée de 30 000 fantassins ainsi que 3 000 cavaliers, et il fit la conquête rapide de la cité de Crotone. Puis, il imposa sa domination aux populations locales non grecques comme les Bruttiens en prenant leur capitale Hippone ainsi que les Lucaniens. Enfin, il parvint à dominer la région alentour de la cité de Rhegium et à imposer sa domination sur Tarente, la dernière grande cité grecque d'Italie. À la fin de son règne, le royaume d'Agathocle s'étend de l'est de la Sicile à toute l'Italie du Sud. Un puissant royaume qui s'arrête donc aux portes de Rome. Mais nous ignorons si le roi syracusain eut des relations avec les Romains. Agathocle était alors suffisamment puissant pour envisager de reprendre la guerre contre les Carthaginois. Toutefois, il ne la réalisera jamais puisqu'il meurt assassiné en 289 avant Jésus-Christ. Nous avons plusieurs versions différentes de la mort du roi de Syracuse, mais l'assassinat est la plus pertinente. Agathocle souhaitait confier la succession de son pouvoir à son fils, nommé aussi Agathocle. Cependant, l'armée était à ce moment dirigée par son petit-fils, nommé Archagatos, dont le père était mort en Afrique. Et ce dernier ne peut accepter la décision de son grand-père, voyant le titre royal lui échapper. En même temps, il aurait pu s'y attendre, hein. Il chargea alors un certain Ménon d'assassiner Agathocle, puisque celui-ci voulait se venger de ce que le roi avait fait à la cité des Gestes. Et il y parvint,
en empoisonnant une plume que le roi mit à sa bouche pour se curer les dents comme à son habitude. Pendant ce temps, Archagatos accueillit son oncle dans son camp avant de le mettre à mort. Quand il apprit la nouvelle, Agatocle eut le temps de déshériter son petit-fils et de rétablir la démocratie à Syracuse. Puis il mourut peu de temps après d'une terrible agonie. La mort d'Agatocle est aussi celle de son royaume, qui sombre dans l'anarchie pour la dispute de sa succession. La Sicile ne parviendra jamais à se remettre complètement des guerres perpétuelles qui ne prendront fin qu'avec la domination romaine, Syracuse étant la dernière cité grecque de Sicile à s'incliner devant Rome. Agatocle fut donc le premier et seul roi hellénistique d'Occident connu. Toutefois, une question demeure sur ce personnage, il s'agit de la raison du passage de la tyrannie à la monarchie. Dans les faits, la tyrannie et la monarchie sont tous deux des régimes où le pouvoir est détenu par une seule personne. Mais pourquoi passer de l'un à l'autre fut-il si important pour Agatocle? En réalité, la monarchie n'apporta pas de changement concret dans les institutions politiques de Syracuse. Le tyran, ou le roi, disposait de deux pouvoirs, celui du stratégos autocrator, qui lui assurait le commandement de l'armée, et l'épimétélès thès poléios, qui assurait le contrôle des affaires civiques. De plus, la politique expansionniste d'Agatocle s'inspirait beaucoup des précédents tyrans que nous avons vus, et en particulier d'Eunice l'Ancien. Mais alors, quelle était la différence entre la tyrannie et la monarchie? Eh bien, le changement n'est pas dans la possession du pouvoir, mais dans l'image et la représentation de ce dernier dans les esprits des contemporains. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la royauté était perçue comme un idéal politique, associé à la vertu et à l'honneur, tandis que la tyrannie était un pouvoir associé à l'arbitraire et à l'instabilité. Agatocle change donc de pouvoir pour bénéficier des qualités associées au pouvoir monarchique. Mais ce n'est pas tout, car le titre royal permet à Agatocle de traiter en tant que roi et donc d'égal à égal dans les relations diplomatiques avec les rois hellénistiques, pacifiques, comme nous l'avons vu avec Ptolémée, Pyrrhos et Démétrios, ou conflictuels, avec Cassandre. Agatocle fut donc un roi qui sut s'affirmer par des conquêtes ainsi que des alliances à la tête d'un puissant royaume occidental. Son règne fut un tel tournant que les auteurs antiques firent même un parallèle entre lui et Alexandre le Grand, Agatocle étant considéré comme son successeur spirituel. Néanmoins, cette comparaison est loin d'être fondée et elle est fortement débattue par les historiens. L'un des éléments qui contribua à cette vision fut le fameux projet d'Alexandre de conquérir les territoires en Occident, mais qu'il ne put mener à bien avant sa mort en 323 avant Jésus-Christ. Le souvenir de l'empire d'Alexandre est encore très présent lors de l'expédition d'Agatocle en Afrique, ce qui contribua à le rapprocher de l'image du roi macédonien. Mais un élément vient contredire cette image. Il s'agit de l'absence d'action de la part d'Agatocle de s'installer ou d'assimiler des territoires en Afrique du Nord. Pour s'affirmer sur un territoire, les rois hellénistiques réalisaient des politiques coloniales en fondant des cités, et ainsi maintenir leur influence, comme ce fut le cas pour les Alexandris ou Alexandre. Or, pour Agatocle, aucune information va dans ce sens. Ce parallèle avec Alexandre est donc incertain, mais le débat reste ouvert. Et le fait que ce parallèle existe conforte dans l'idée que le règne d'Agatocle fut important dans l'histoire de l'Occident grec. J'espère que ce petit zoom sur Agatocle vous aura plu. Il s'agissait ici de mettre en lumière un personnage historique peu connu en France et qui a laissé un souvenir mitigé dans les sources antiques. Si le sujet vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille d'aller regarder directement les sources antiques qui sont traduites en français et qui sont sur internet, avec notamment Diodore de Sicile et les livres 19 à 22 de son œuvre La Bibliothèque historique. Il en existe bien d'autres, mais Diodore est vraiment la source la plus complète sur le sujet, et c'est toujours intéressant d'aller voir ce que les auteurs grecs disent sur les événements historiques qui nous intéressent ou sur les personnages historiques que nous étudions. En ce qui concerne les travaux des historiens sur le sujet, nous avons La tyrannie en Grèce antique de Claude Mossé, assez court mais très instructif sur Agatocle, puis nous avons l'ouvrage Histoire politique du monde hellénistique de 323 à 30 avant Jésus-Christ, écrit par Édouard Ville, et enfin nous avons l'ouvrage de Kellen Meliti, intitulé Carthage, histoire d'une métropole méditerranéenne, très intéressant puisqu'il donne aussi le point de vue de Carthage pendant ce conflit. Voilà en ce qui concerne les ouvrages qui peuvent vous permettre d'approfondir la thématique autour d'Agatocle, même si je n'ai donné qu'une liste réduite étant donné le nombre d'ouvrages sur le sujet, et plus encore en italien, qui sont vraiment au point là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, j'ai été très heureux de faire cette présentation de ce personnage sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans dans le cadre de mon mémoire de recherche. J'espère que cela vous aura plu de le découvrir, et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!